Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Ravi de vous retrouver ce soir. On parlera bien évidemment de cette actualité brûlante, explosive et atroce qui se déroule dans la bande de Gaza. Nous assistons actuellement à un drame humanitaire. Des mots durs sont utilisés pour nombre d'observateurs sur ce conflit. Préparation d'une opération génocidaire, épuration ethnique, une négation même de l'existence des Palestiniens lorsqu'on voit et on entend les propos tenus par les pro-sionistes. L'armée d'occupation a largué plus de 6000 bombes en une semaine, soit l'équivalent de 4000 tonnes d'explosifs. L'entité sioniste ordonne l'évacuation forcée de plus d'1 million de Razaouis vers le sud de Gaza, bombarde un hôpital et fait plus de 500 morts en une nuit, le tout sous le regard approbateur de la communauté internationale. On compte plus de 3000 morts palestiniens dont près d'un tiers sont des enfants. Le président américain s'est rendu ce matin en Israël pour soutenir son allié de toujours. Depuis le 7 octobre, une véritable machine de propagande s'est mise en place pour noyer la vérité. Mais de nombreuses populations se soulèvent contre ce massacre et dénoncent l'atrocité des actes sionistes. Quel est l'objectif politique de l'entité sioniste? Veut-elle vider la bande de Gaza de ses habitants? Ira-t-elle jusqu'à l'invasion terrestre? Les risques que ce conflit s'étende aux autres régions devient de plus en plus imminent. La machine de guerre aveugle et sanglante sioniste sera-t-elle stoppée à temps? On en parle ce soir avec nos invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Bouchalfa Hamazit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et historien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Nous accueillons également Kamel Mounsari, notre consultant dans les questions, expert dans les questions géopolitiques internationales et directeur de publication du journal Le Jeune Indépendant. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons également avec nous depuis Strasbourg Monsieur Tawfiq Hamel. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire militaire et études de défense. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Hamel. Merci à vous. Nous avons également avec nous depuis Ramallah Monsieur Roussem Mouadi, journaliste palestinien. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Et puis depuis Gaza, depuis le nord de Gaza plus précisément, puisque aujourd'hui la situation géographique est importante, Monsieur Ziad Meddour, nous n'arrivons pas encore à le contacter, peut-être que nous arriverons à le joindre pendant le cours de cette émission. Mais auparavant, avant d'ouvrir le débat sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, je vous propose de revenir sur la situation humanitaire de ces plus de 2,5 millions de Razaouis, de personnes, parce qu'on semble ignorer que ce sont aussi des humains. Ils sont coupés de tout, de nourriture, de gaz, de connexion, d'électricité, aujourd'hui d'eau surtout, puisqu'ils se retrouvent à boire de l'eau insalubre, de l'eau usée ou voire de l'eau salée. On fait le point de situation avec Naïma Haouch et on revient juste après pour le débat. Ces images datent d'il y a quelques jours, quand les enfants avaient encore quelque chose à manger. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas une goutte d'eau, pas un grain de blé, pas de médicaments et pas 1 litre de carburant. Gaza vit sa pire crise humanitaire. Les Razaouis n'avaient pas déjà grand-chose. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Les appels des ONG quant à l'urgence d'établir un corridor humanitaire pour acheminer les aides restent des vœux pieux. Les organisations humanitaires ont pourtant interpellé la communauté internationale à exercer des pressions sur l'occupant sioniste pour qu'il maintienne les points de passage vers Gaza ouverts. Résultat, les gouvernements occidentaux restent les bras croisés devant la tragédie de Gaza. Tout le monde s'accorde à dire que la bande de Gaza est devenue un enfer et que l'ampleur et la rapidité de la crise humanitaire en cours font froid dans le dos à cause des frappes incessantes de l'aviation sioniste. Dans l'abîme de Gaza, les enfants, les civils, meurent sous les yeux du monde entier. Et nous allons prendre donc M. Mouadi Qassem qui est avec nous en direct depuis Ramallah. Dites-nous aujourd'hui ce qu'évoquent pour vous ces images. Est-ce que cette situation, pour le moins désastreuse sur le plan humanitaire, qu'est-ce qu'elle évoque chez vous aujourd'hui ? Oui, merci de me recevoir d'abord. Et oui, ces images en fait évoquent ce que les Palestiniens connaissent déjà,
depuis beaucoup d'années, c'est la brutalité israélienne, la brutalité d'une occupation militaire qui s'est vue blessée dans son arrogance militaire et qui veut prendre une vengeance contre toute une population. Les Palestiniens aujourd'hui savent distinguer les types d'opérations israéliennes en fonction des raids, des bombardements, de l'intensité des bombardements, etc. Et aujourd'hui, il est clair pour la plupart des Palestiniens que l'occupant israélien cherche à faire payer la population de Gaza cher pour les actions de la résistance palestinienne la semaine dernière, en faisant le plus grand nombre possible de morts civiles, en faisant payer à la population civile le coût de cette guerre. Et ce que ça provoque dans la rue palestinienne, c'est la colère. La colère d'abord contre ces crimes en soi et ensuite contre l'inaction internationale. Surtout aujourd'hui, lorsqu'on a vu que le président des États-Unis de l'Amérique est venu encore une fois exprimer son soutien total au gouvernement israélien et en plus a adopté la version israélienne des événements par rapport au massacre d'hier à l'hôpital Al-Ma'madani à Gaza. En jetant en fait l'accusation sur les Palestiniens même, alors que tous les Palestiniens savent, comme j'ai dit, distinguer en fait les frappes israéliennes, et on sait tous ce qui se passe aujourd'hui. Mais cette guerre, cette fois-ci, elle a dépassé toutes les limites qu'on aurait pu penser étant arrivé à un maximum de brutalité dans le passé. Merci. Vous parlez il y a une terminologie très spécifique qui est importante et qu'on relèvera tout au long de ce débat. Aujourd'hui, on parle de vengeance, on parle d'un vécu quotidien des Palestiniens, mais on parle aussi d'une nouvelle offensive assez spectaculaire qui se démarque des précédentes. Mais aujourd'hui, dans les termes que l'on utilise, surtout en Occident, on a l'impression de sortir aujourd'hui ce qui se passe de son contexte historique et des faits. On a l'impression que c'est tout nouveau, on redécouvre un nouveau phénomène. Je crois que cela se manifeste déjà dans le slug qui est employé par les médias d'une façon générale. On parle de Hamas et Israël, c'est-à-dire qu'on fait abstraction du peuple palestinien lui-même. Ensuite, c'est à croire que la question palestinienne s'est révélée au monde le matin du 7 octobre et on découvre qu'il y a une guerre qui dure depuis 70 ans. On fait comme si les 16 ans de blocus n'existaient pas, que c'est tout à fait, que c'est nouveau. Et on fait de l'action de résistance, de révolte de ce peuple qui dure depuis 75 ans, comme si elle commençait, c'est-à-dire c'est tout à fait nouveau. On ne reconnaît même pas le fait de la résistance, on parle de terrorisme. C'est-à-dire que la terminologie change complètement dès lors qu'on parle de l'autre camp. Là, on a traité l'ANC de terroriste, le FLN de terroriste, le MPLA, le Frélimo, tous ces mouvements qui ont libéré leur pays. Parce on les traite de terroristes, parce qu'on fait abstraction du fait qu'il s'agit d'un conflit entre un colonisateur et un colonisé. Et nous retrouvons exactement les mêmes termes dans toutes les équations que ce que nous avons vécu en tant qu'Algériens. Parce qu'il s'agit d'occupation avant tout. C'est une occupation, c'est une colonisation, une occupation de type colonial. Et ce qui est en train de se passer, et l'action déluge de l'Aqsa, rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Algérie après le congrès de la Soumam, quand on a décidé de dynamiser, de relancer la Fédération de France. Porter la guerre au cœur du pays colonisateur, au cœur de la métropole colonisatrice. C'était le peuple contre une des plus grandes puissances coloniales de l'époque. À cette époque. Et c'est là tout l'espoir. C'est-à-dire que il y a quelque chose de changé
dans la stratégie même des Palestiniens, je dis bien des Palestiniens, et non pas de Hamas. Hamas n'est qu'une tendance de ce peuple. Et c'est mépriser. C'est encore une fois revenir à l'arrogance du colonialisme, à l'arrogance de l'État israélien, à son arrogance. Il ne croit pas que des Palestiniens peuvent faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire porter la guerre à l'intérieur. Et là, la donne a changé. La peur est en train, je ne dis pas qu'elle a changé de camp, elle est en train de changer de camp. Et ce qui est remarquable, c'est cette extraordinaire mobilisation des médias occidentaux. Il y a une stratégie qui a été, qu'on croirait, mûrement élaborée et elle se ressent partout. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il y a une espèce de magma comme ça. Il devient même dangereux de dire le contraire. On est fustifié, arrêté. On a vu Benzema est menacé, on va lui retirer son ballon d'or, sa nationalité, etc. Ouais. C'est-à-dire, et ce sont des gens très sérieux, des leaders de partis politiques qui parlent ainsi. Ouais. C'est quand même, en arriver là, il y a eu une déprofessionnalisation du métier de journaliste. Le métier de journaliste importe peu face à celui de commentateur. On formate les esprits, on formate l'opinion. On parlera de désinformation, de fake news, d'images aujourd'hui qu'on arrive que de la désinformation. À changer. On assiste à quoi aujourd'hui? C'est The West versus The Rest, encore une fois, si on peut reprendre cette thématique, c'est-à-dire que l'Occident s'allie toujours, on l'a vu aussi pour le conflit russo-ukrainien, comment les médias ont traité la question. Aujourd'hui, puisqu'on parle des peuples palestiniens ou des humains qui ne sont même plus au même niveau, à la même catégorie. J'entendais la dernière fois lors de débats un pro-sioniste qui disait que la vie humaine d'un enfant israélien ne pouvait pas être comparée à celui d'un Palestinien. C'est-à-dire qu'on remet en cause tout le sens de l'humanité aujourd'hui. La rhétorique date déjà au départ des décideurs israéliens, donc sionistes par vocation, donc a été de désigner les résistants palestiniens de sauvages et d'animaux. Donc on n'a pas affaire à des êtres humains. Du côté israélien, on regarde le Palestinien comme un animal, donc un animal sauvage. Donc il est licite de le démolir et de le détruire par tous les moyens. Déjà, il y avait cette posture qui était au départ et qui a été aussi véhiculée, propagée pour qu'elle soit ancrée, que ce soit chez les Israéliens ou bien l'opinion publique occidentale, surtout avec l'histoire et le fake news d'annoncer qu'il y a eu des enfants qui ont été décapités, égorgés, et que même le président américain l'a adopté cette information, donc ce mensonge, avant de se retracter et de dire que finalement ils ont eu tort. Donc au départ, on a préparé l'opinion publique avec des mensonges. Donc la tactique c'est un peu du déjà vu, un peu avec l'Irak, oui, les mensonges absolument, passés, c'est du déjà vu. Écoutez, comme l'a dit Boukhalifa, donc dans toute l'histoire des colonisations, lorsque le colonisé est tranquille, ne bouge pas, il est docile, donc il est soumis, mais dès qu'il résiste, il devient terroriste, fait l'aga, et on le traite de tous les noms. Donc on est dans une logique d'une puissance coloniale qui ne supporte pas ou ne tolère la moindre résistance. Encore fut-il que ce parti-là, avec les Palestiniens, s'était arrangé, s'était rencontré dans plusieurs étapes et rencontres pour aboutir à des solutions pacifiques pour le règlement de cette crise et de ce conflit qui dure depuis 1947. Non seulement ça, qu'il y a eu des résolutions de l'ONU. Les 59 résolutions de l'ONU ont été ignorées, bafouées par Israël, qui parle jamais exécuté, au moins le 1/10 des résolutions. Et en même temps, lorsqu'on voit ce qui se produit en Ukraine, on s'est empressé immédiatement à agiter la Cour pénale internationale pour condamner Poutine et d'autres personnes. Donc on est dans un cas de crime de guerre, et ce crime de guerre fait partie d'un génocide. Donc le bombardement, par exemple, de l'hôpital des baptistes, qui appartient, géré par des chrétiens palestiniens. Donc ça fait partie d'un génocide. Donc nous sommes dans une étape de décimer un peuple, l'écraser. L'épuration ethnique. Parce qu'il y a la deuxième théorie qui a été créée, c'est ce qu'on appelle crush
and destroys, comme l'ont utilisé les Américains, la théorie en Irak, shock and awe, c'est-à-dire choquer et faire peur. Lorsqu'on voit l'intensité des bombardements qu'il y a eu en Irak, les populations vont être choquées, avoir peur et ne pas résister. C'est la même théorie qui est appliquée aujourd'hui avec les Palestiniens. Oui. Bien évidemment, donc la démolir et raser. Démolir, raser, c'est pour ça qu'on voit que le nord de Gaza est entièrement rasé pour préparer l'opération terrestre. Mais en même temps, il faudrait reconnaître une chose, que la résistance palestinienne a vraiment bouleversé la donne et a donné les moyens à tous ceux qui y croient, parce que la résistance, ce n'est pas Hamas, la résistance est un espoir, c'est l'espoir des Palestiniens. Le seul espoir des Palestiniens face à cette machine de guerre soutenue par les États-Unis et soutenue par l'Union européenne, c'est la résistance. Donc c'est leur seul espoir. C'est de remettre la question palestinienne sur les tables aujourd'hui, qu'on croyait complètement morte et bien évidemment, oubliée. Il y a certes Hamas, le djihad, il y a 13 factions, celles qui se sont réunies à Alger, qui représentent un petit peu toute comment dirais-je, la composante des Palestiniens, que ce soit de quelque tendance que ce soit. Donc il y a Hamas et le djihad qui sont aux avant-postes de cette résistance. Ils ne représentent qu'une partie de tout le problème palestinien, parce qu'il ne faut pas oublier les 6 millions de réfugiés qui sont à l'extérieur, les Palestiniens de la diaspora, qui ont aussi des représentants de toutes les tendances. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a au sein du parti palestinien qui sont en train de faire en sorte de faire croire que le Hamas ne représente pas la Palestine, et ça a été prononcé par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité de coordination sécuritaire, baptisé par les médias autorité palestinienne. Mais en réalité, c'est une coordination sécuritaire. C'est elle qui travaille selon les accords d'Oslo, avec l'occupant palestinien pour qu'il n'y ait pas d'action armée, parce qu'il fallait désarmer la résistance. Et c'est pour ça qu'il y a une histoire. Lorsqu'on a au sein de l'autorité palestinienne, on tient ce genre de discours, c'est là où on crée l'amalgame, et ça profite aux Israéliens et aux Américains et toute l'Europe occidentale. Voilà, ce peuple, ce mouvement ne représente pas les Palestiniens. Donc c'est là où la théorie du terrorisme intervient, et on joue avec ce concept pour justifier des massacres. Et en plus, jusqu'à aujourd'hui, on a 3700 morts, on a 12 000 blessés, 1300 disparus. Oui. Ce ne sont pas des combattants du Hamas. C'est des civils, c'est des femmes et des enfants, bien entendu. Toufik Hamel, je vais vous donner la parole, oui. C'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que il n'y a pas d'armée à Gaza. C'est-à-dire, quand on dit des populations civiles, il n'y a pas d'armée. Il y a des gens qui ont des armes pour se défendre. La seule armée qui est ici, c'est l'armée israélienne dans la région. Alors quand on confond, oui, les civils, non, il y a des civils en armes qui se défendent. Encore une fois, c'est une situation coloniale. Donc il n'y a aucune armée. Il n'y a pas une armée de libération, et encore comme dans d'autres pays, parce que la géographie et l'histoire ne sont pas prêtées. Il faudrait qu'on sache de quoi on parle aussi. On reviendra sur les origines de ce conflit. Monsieur Toufik Hamel, on parlait de ce qui se passe dans le nord de la bande de Gaza, où plus d'1,5 million de personnes ont été appelées à quitter le nord de la bande de Gaza pour se diriger vers le sud, ne sachant pas si non plus le sud ne sera pas bombardé plus tard, puisqu'un hôpital a été bombardé hier soir. Aujourd'hui, on donne à l'entité sioniste le droit de défense absolue. C'est-à-dire que même en temps de guerre, il y a des règles à respecter. Mais là, aujourd'hui, on assiste encore une fois à une impunité totale de l'entité sioniste. Effectivement. Alors, généralement, à travers l'histoire, l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. Et là, vous avez Israël, qui a en tout cas, les pays occidentaux, particulièrement les États-Unis, ont toujours soutenu Israël. Là, on est dans une situation où on peut dire qu'il y a une sorte d'ivresse de puissance où Israël estime qu'il y a un sentiment d'impunité qui lui permet en tout cas, de faire ce qu'elle veut. Globalement, on assiste à quoi exactement? On assiste globalement à des crimes de guerre. Alors, lorsqu'Israël demande aux Gazaouis de se diriger vers le sud, mais globalement, vous avez la bande de Gaza. La bande de Gaza a une superficie de 340 km où vivent presque
plus de 2 millions d'habitants. Sincèrement, il n'y a aucun moyen pour permettre le déplacement de ces 2 millions vers le sud. Ensuite, vers le sud, elles vont aller où? Ça va créer des problèmes d'insécurité, de famine, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. En fait, on est face à une situation jamais vue, condamnée par le droit international. Même si vous prenez le cas du droit international humanitaire, même les conventions de Genève, condamne ce type de pratique. Globalement, si on prend dans les conventions de Genève, indique clairement qu'il est interdit de s'attaquer à des biens à caractère civil. S'attaquer à une centrale nucléaire, c'est interdit par le droit international. En principe, on s'attaque à des personnes armées. En fait, même un combattant, une fois qu'elle a déposé ses armes, il devient un prisonnier de guerre et du coup, on peut pas ni le torturer ni le menacer. Là, on assiste à quelque chose complètement différent. En tout cas, même les puissances occidentales, ça fait depuis des années qu'on ne cesse pas au moins dans le discours, on ne cesse pas de condamner Israël pour sa politique d'occupation et de colonisation. Ça, c'est dans le discours. Mais dans la pratique, rien n'a été fait derrière. Souvent, Israël se retrouve avec un soutien des États-Unis et d'autres puissances occidentales, particulièrement les États-Unis et la Grande-Bretagne, souvent il est protégé au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et actuellement, on fait face, en tout cas les Gazaouis font face à une situation dramatique. En fait, globalement, c'est tout le peuple palestinien qui fait face à une situation dramatique qui date depuis 1948. C'est un drame humain, c'est un drame militaire, financier, géopolitique, et la situation vu l'entêtement d'Israël, parce que quel est le plan d'Israël, quel est l'objectif d'Israël? Pour l'instant, à part la guerre, à part la destruction, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un objectif politique derrière. Quel est le plan pour l'après-guerre? Alors, on dit que la destruction de Hamas est irréalisable. Parce que Hamas, c'est plus qu'un mouvement, c'est plus qu'une organisation. En fait, c'est une idée qui est en fait, ils n'arriveront pas à tuer la résistance, hein. C'est bien cela. Oui, effectivement. Ce que je veux dire, c'est que les Palestiniens, ça fait des années qu'ils... En tout cas, il y avait déjà les accords d'Oslo au début des années 90, l'objectif était la création de 2 États palestiniens, et pour l'instant, c'est Israël qui est devenu le véritable obstacle à la création d'un État palestinien. Alors, à partir de là, on se pose la question, quelle est l'issue de ce conflit? Alors, vous posez deux bonnes questions. Quelle est l'issue de ce conflit et quel est l'objectif aujourd'hui de l'entité sioniste? Mais avant d'y répondre, je reviens à M. Qassem Moadi. Monsieur Qassem Moadi, que pensez-vous de ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza? On veut aller vers une deuxième Nekba, à vider carrément les lieux de toute la population, à l'envoyer dans un autre État, en Égypte. C'est ce qui est prévu pour vous? Oui. Bon, l'entité sioniste a déjà eu ce plan à l'esprit depuis très longtemps et ils l'ont fait public plusieurs fois. Il y a quelques jours, l'ex-ambassadeur sioniste aux États-Unis, dans une interview sur Al Jazeera, il a même dit explicitement pourquoi est-ce que l'Égypte ne peut pas les accueillir, et il a même détaillé un plan pour construire 10 villes pour les Palestiniens dans le Sinaï. Ça a toujours été un plan. Si aujourd'hui la bande de Gaza existe, c'est parce que tous les réfugiés qui étaient expulsés du sud de la côte méditerranéenne et du nord du Negev, de Naqab, n'ont pas pu entrer en Égypte, parce que l'Égypte a toujours cette politique de ne pas laisser passer les réfugiés palestiniens. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui cette masse. Aujourd'hui, 3/4 des Palestiniens à Gaza sont des enfants et des petits-enfants des réfugiés de 48. C'est-à-dire que ces jeunes que nous avons vus le 7 octobre rompre le siège israélien et rentrer dans les villes et dans les colonies du sud de l'entité sioniste, ce sont les petits-enfants de ceux qui étaient expulsés, qui étaient obligés à partir de chez eux il y a 75 ans pour se réfugier à Gaza.
Et Israël et l'entité sioniste connaissent très bien cette réalité. Ils savent très bien qu'ils ne font pas face au Hamas. Ils font face à quelque chose de beaucoup plus profond qu'une organisation qui a 30-35 ans d'âge. Et là, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit aussi par les autres intervenants, c'est que cette obstination par les médias occidentaux de tout recadrer autour de Hamas, tout est Hamas en fait, tous les bombardements visent le Hamas, même quand c'est une crèche qui est bombardée ou un hôpital. C'est la volonté de cacher une réalité, ce qu'Israël fait face à un peuple, à tout un peuple. Et les autres intervenants ont très bien indiqué qu'il n'y a pas que le Hamas dans la résistance armée. À Gaza, il existe une chambre d'opération jointe qui ressemble 12 factions armées qui représentent tout le spectre politique et idéologique de la société palestinienne. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Quand Hamas a commencé à Gaza, dans le début des années 90, à former les premières cellules de ce qu'aujourd'hui on connaît comme les brigades de Azz-e-Din al-Qassam, ils construisaient sur des réseaux, sur des structures qui étaient en construction depuis la fin des années 50. Depuis le début des années 60, il y avait déjà un tel Mohammed al-Aswad qui gouvernait Gaza la nuit alors que l'armée sioniste le gouvernait pendant la journée, selon la radio israélienne à l'époque. Et donc c'est toute une histoire de résistance depuis le lendemain de la Nakba qui s'est accumulée. Et aujourd'hui, en fait, c'est le nom qui porte l'avant-garde de cette résistance est Hamas. Donc Israël sait très bien qu'ils sont en train de faire face à une histoire très profonde d'un peuple qui n'a jamais baissé les bras, qui n'a jamais accepté la défaite, qui n'a jamais accepté la mort et qui n'a jamais accepté d'oublier d'où il vient, qu'il a ce droit de retourner dans ses terres, dans ses propriétés, dans ses villages dont il a été expulsé il y a 75 ans. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait... Oui, merci. Ouais. C'est important ce que vous dites aujourd'hui. On comprend que les Palestiniens sont attachés à leurs terres. Nous n'avons pas réussi à joindre M. Ziad Medour, qui est un enseignant de français dans une université à Gaza. Il nous avait prévenu qu'il n'y avait pas de connexion, qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il serait peut-être difficile de le joindre. Mais il nous avait dit aussi qu'il était habitant du nord de Gaza, qu'il avait refusé de quitter sa maison, comme de nombreux autres Palestiniens. Aujourd'hui, cet attachement à la terre palestinienne, c'est ce qui fait leur force, parce que finalement l'entité sioniste n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, celui de se débarrasser de toute une population. Ce qui fait leur force, ce qui fait leur existence aussi. Oui. Leur existence en tant que nation qui a traversé l'histoire. Il y a eu dans les années 60-70, on a proposé, ce qui était proposé, c'était la solution jordano-palestinienne. On va balancer tout ce monde là-bas en Jordanie, dans le désert de Jordanie. Aujourd'hui, maintenant, c'est une question, c'est carrément un remplacement de population. Oui. La stratégie, enfin, ce qui est souhaité, ce qui est visé, même s'ils savent que c'est impossible, vu cet attachement des Palestiniens à leur terre, parce que tout a commencé par la terre, la première chose qu'on a enlevée. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Les premiers mois de l'occupation des environs d'Alger, on a distribué des terres. D'ailleurs, le gouverneur Clausel, qui était un général en fait, qui ne s'est pas privé, il a pris toute une région, dans la région de Hadjot, etc. Il avait pris. C'est ça le colonialisme. Le colonialisme s'attache à ce qu'il y a de plus cher chez un peuple, c'est sa terre. Il y a une injustice dès le départ. Dès le départ, non, parce que le colonialisme est parti du racisme. L'extraction, c'est d'abord le racisme. C'est-à-dire qu'on prenait des peuples, on prenait des hommes et on les emmenait ailleurs pour travailler. Et ensuite, on s'est dit, mais pourquoi les déplacer? Puisque nous allons prendre leurs terres et les laisser sur la terre, ils vont travailler pour nous. Et sinon, on va les exterminer. On va en garder juste une partie. C'est ça même, l'idée même. Et ensuite, Che Guevara disait une chose, il disait que le colonialisme tend à faire de l'homme une bête sauvage.
Il faut le transformer en bête sauvage parce qu'il va se battre. Frantz Fanon le dit aussi. Frantz Fanon dit que c'est-à-dire qu'on va le pousser jusque dans ses derniers retranchements. Et on va développer tout ce qui est. Alors, et ensuite, on va le traiter de terroriste. C'est exactement ce qui s'est passé pour les Palestiniens. On a essayé, maintenant, c'était clair. La stratégie est claire. On va les pousser vers le sud. Et encore un peu plus loin. Si par malheur, les Égyptiens ouvrent les frontières, tous ceux qui sont, c'en est fini. Ils reviendront plus. Bien sûr. C'est comme on va dire non, on va hein. sélectionner. On va sélectionner. C'est ça, c'est visible comme le nez sur le visage. Le président égyptien a refusé justement d'ouvrir. Il a refusé, le président. Pour ne pas être complice de cette deuxième Nekba. S'il fallait faire déplacer les Palestiniens, il faut les déplacer vers le Negev, c'est-à-dire les maintenir en Palestine. Mais on dit qu'il y avait déjà, il y a quelques années, cette option, discussion entre l'entité sioniste et les États-Unis d'aller carrément trouver une autre terre pour les Palestiniens dans les péninsules de Sinaï. Pas plus loin que le plan Trump de 2020. Voilà, avec Trump. Les discussions étaient avec lui. Trump proposait justement que les Palestiniens, que Gaza soit rattaché à l'Égypte et que la Cisjordanie, surtout les terres qui ont été occupées par les colons, donc tout ça reste, et la partie qui est comme Ramallah et Jéricho et Tours soit rattachée à la Jordanie. Donc ça a toujours été le cas. C'est pas ça qu'on assiste aujourd'hui. Non, c'est plus compliqué, parce que parce qu'il faut, quand même, les Israéliens, ils ont un objectif. Justement, l'objectif politique de l'entité sioniste. Il y a l'objectif politique, il y a l'objectif militaire. Donc sur la question politique, c'est-à-dire, l'objectif politique, il est israélo-américain. Cette façon de démolir les Palestiniens, cette capacité qui est utilisée pour les démolir, pour les détruire, elle a un message, c'est-à-dire que tous les pays qui demain s'essayeraient à faire face aux Américains, aux Israéliens ou l'Occident, voilà ce qu'ils subiraient. Et ça, c'est un message qui est adressé, comme on le voit, à la Chine, à d'autres pays comme l'Iran, qui est pro-palestinien. Donc, c'est cette lecture-là. Sur le plan militaire, il y a un objectif qui se décline sur 3 phases. La première phase, c'est de décimer la résistance, c'est-à-dire désarmer, que le Hamas n'aura plus la capacité de nuire ou de reprendre le flambeau pour s'attaquer à Israël. La deuxième, c'est que parvenir à ce que Gaza revienne sous l'autorité palestinienne, c'est-à-dire l'autorité, et refaire revenir Mohamed Dahlan, qui était directeur de la sécurité intérieure et qui gérait Gaza. Et le troisième, c'est de faire en sorte à ce que l'Iran ne peut couper les liens ombilicaux entre la résistance palestinienne et l'Iran, qui est le principal fournisseur. Parce qu'il faut rappeler que quand même, l'Iran a entraîné des combattants du Hamas, elle les a formés, elle les a aidés. Donc il y a aussi, y compris Ansar Allah, l'Iran qui a prévenu qu'en cas d'invasion terrestre, cela ne pouvait pas rester aussi. Donc il y a un objectif politique et un objectif militaire. Et le chèque en blanc qui a été donné par Trump au premier jour, par Joe Biden, le premier jour du combat, c'est-à-dire le dimanche du 8 octobre, en envoyant le porte-avions Gerald Ford, c'était justement pour laisser les Israéliens faire ce qu'ils voulaient. Faites ce que vous voulez, on vous protège. Et il y avait même Blinken qui a troqué son poste de chef de la diplomatie américaine contre sa judaïté. Il avait dit, c'est pour la première fois, on entend quelqu'un arriver à Tel Aviv et dire, je suis là en tant que juif, et non pas en tant que représentant d'un État. Donc il y a cette implication religieuse dans le conflit qui revient à chaque fois. Parce que la logique, lorsqu'Herzog avait parlé d'animaux, c'est un concept talmudique dans la Torah, parce que la Torah dit que tous ceux qui ne sont pas juifs ou ne suivent pas les préceptes de la Torah sont considérés comme des mécréants passibles de mort. Donc c'est écrit dans le contenu, on le trouve, ce genre de préceptes qui sont prêchés non pas les ultras, mais ils sont disponibles et on peut les lire, parce que surtout quand on revient au Talmud qui parle du massacre des 7 peuples qui se trouvent dans la région. Donc c'est une logique lointaine qui revient et qui est appliquée. Mais la façon dont les Israéliens aujourd'hui démolissent, attaquent, bombardent, c'est une logique qui fait quoi, qui nous rappelle quoi? Que le 7 octobre a été une humiliation
affligeante. Jamais dans leur histoire, ils le disent, ils le reconnaissent. C'est ce 7 octobre qui a tout modifié. C'est le fait de, vous avez osé faire ça, mais c'est une blessure qu'ils ne peuvent pas effacer. Ils peuvent effacer des maisons, mais ils ne peuvent pas effacer des mémoires des gens, ce qui s'est produit le 7 octobre. Et c'est ça le tournant. Donc aujourd'hui, quand j'ai dit que la résistance est un espoir, et parce que les Palestiniens n'ont que ça. Donc nous sommes dans un pays, nous sommes dans un territoire... C'est leur existence. Nous sommes dans un territoire où on impose un peuple, on impose une réalité, le fait accompli, alors que ce peuple-là, ces gens, les individus, qu'ils soient en Cisjordanie ou à Gaza ou ailleurs, déteste celui qui les colonise. Ils ne cherchent que le moyen, l'occasion, soit de le poignarder dans les souks de Jérusalem, El-Quds, soit par n'importe quel attentat, c'est-à-dire pour opération, pour faire valoir le fait qu'ils ne veulent pas de cet occupant qui les spolier leurs terres, qui vole leurs maisons, et qui parce que on va donner la parole à Tawfiq Juste pour terminer une chose. C'est que c'est une logique qui va être continue. Ce n'est pas quelque chose, que ce soit d'un côté comme de l'autre. La confrontation restera. Oui, on ne pourra pas l'exterminer comme ils résistent toujours. Et parce que on va donner la parole à Tawfiq. Juste pour terminer une chose, c'est que c'est une logique qui va être continue. Ce n'est pas quelque chose, que ce soit d'un côté comme de l'autre. La confrontation restera. Oui, on ne pourra pas l'exterminer comme ils ont l'intention de le faire en disant qu'ils vont exterminer le Hamas. On vous donnera nos couffins. Oui. C'est la Alors je rappelle qu'aujourd'hui, le président des États-Unis s'est rendu donc à Tel Aviv dans l'entité sioniste en pleine visite. On comprend que cette visite est assez importante de par sa nature, qu'un président des États-Unis se déplace. Pardon ? Inédite aussi. Inédite, absolument, en plein milieu d'une guerre. Un chef d'État américain ne s'est déplacé en Israël en pleine guerre, y compris en son train. Jamais. Alors justement, quel est le message qu'on a voulu lancer à travers cette visite, Tawfiq Hamel ? Les Américains essayent de rassurer leurs alliés israéliens et en même temps passer un message aux puissances de la région, sachant qu'aucun des pays, en tout cas même l'Égypte, la Jordanie, qui ont des accords de paix avec Israël, ont manifesté leur désaccord avec la politique qui a été menée actuellement par Israël. Vous avez l'Iran qui a clairement en tout cas montré son hostilité et son implication, en tout cas, et une volonté de s'impliquer davantage dans ce conflit et qu'elle ne va pas se permettre, en tout cas, que la situation se dégrade davantage. Vous avez le Hezbollah qui a commencé, en tout cas, à s'impliquer progressivement. Il y a un message de la part des États-Unis que les Américains vont protéger Israël et que Israël a le droit absolu de se défendre. Globalement, c'est le message principal. Après, quand on revient sur Israël, il y a un article qui est très très intéressant qui a été écrit en 1923 par un sioniste qui s'appelle Zev Jabotinsky. Le titre, c'est la muraille de fer aux baïonnettes juives. Elle disait clairement qu'à travers l'histoire, aucun peuple indigène n'a cédé un territoire, sa maison, sans la résistance. Et elle disait que ça va être la même chose pour les Palestiniens. D'une part, mais le droit à la résistance est aussi reconnu par l'ONU, ce qu'on semble aujourd'hui complètement oublier. Effectivement. Ce que je veux dire, en même temps, elle a insisté pour continuer la colonisation. Cet article, quand on analyse la politique de Ben-Gurion après 1948, en fait, elle a repris les mêmes principes. Ça veut dire que globalement, pour Israël, la seule façon d'atteindre ses objectifs, c'est de mettre l'accent sur la force, sur la puissance militaire. Et généralement, Israël, il y a une confusion entre la paix et la capitulation. Son discours met l'accent sur la paix, mais finalement, ce qu'elle attend des Palestiniens, ce qu'elle attend des pays arabes, en fait, c'est plus la capitulation que la paix. Parce que globalement, un accord politique durable, c'est un accord où aucune des parties n'est satisfaite. Ça veut dire que tous les parties doivent faire des concessions. Ce que Israël n'a pas l'intention de faire, n'a aucune intention de céder, et pour une simple raison qu'elle compte sur l'allié américain. Pour l'instant, les États-Unis restent une puissance militaire importante. Elle a quand même envoyé le plus moderne
de ces porte-avions, le Ford, le mieux équipé. Et je rappelle qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité s'est réuni. Bien sûr, il y a eu le veto américain pour une résolution qui a appelé à une pause humanitaire entre le Hamas et l'entité sioniste. Washington fustigeant un texte qui ne mentionnait pas le droit de l'entité sioniste à se défendre. Aujourd'hui, on veut que cela apparaisse dans la résolution. Donc, c'est quoi? En gros, silence en tue, c'est un peu le titre de cette émission, avec l'aval de toute la communauté internationale. D'ailleurs, quand il est arrivé sur place, Joe Biden a clairement dit continuer. On n'a pas appelé un cessez-le-feu, un arrêt à faire taire les armes. Ils n'ont pas l'intention de le faire. Et de toutes les façons, cette histoire de droit à se défendre. Le droit à se défendre implique donc le droit des autres à se libérer. Et vous l'avez rappelé, c'est une résolution des Nations Unies, ça existe dans la charte même des Nations Unies, que on n'a pas qualifié, bien entendu, les mouvements de libération comme il se doit, mais c'est implicitement dit. Seulement, ce qu'il faut reconnaître aussi, les Nations Unies, on a l'impression, cette nette impression qu'ils cherchent à, disons, non à s'en laver les mains, mais à accepter ce dictat. Il ne faut jamais oublier aussi une chose. Les Nations Unies sont nées en 1945. Il a fallu attendre 15 ans pour que la résolution 1514, reconnaissant le droit à l'autodétermination des peuples colonisés soit votée. 15 ans après. Alors que l'objectif même des Nations Unies était de faire régner la justice, l'égalité, etc. sur cette terre après la Seconde Guerre mondiale. 15 ans après. Ce n'est qu'après les succès de la guerre de libération nationale en Algérie, ce n'est pas de la forfanterie. Oui. Ce n'est qu'après cela qu'ils ont été dans l'obligation. Parce que sinon, il suffisait d'un veto français mais c'était fini. Et là, je crois qu'ils sont encore très très en retard. Très très en retard. Alors, Qassem Moadi, que pensez-vous justement de ce nouveau veto des États-Unis, de cette absence d'appel à un cessez-le-feu, du rejet de la résolution de la Russie qui a appelé à un cessez-le-feu? On parlait d'une pause humanitaire, même si la pause humanitaire n'allait pas arrêter les massacres. Est-ce que cela vous a étonné ou est-ce que vous vous attendiez encore à ce soutien? Oui, tout à fait. Et surtout qu'il y a eu un vote hier encore à la proposition russe de résolution. Et donc aujourd'hui, ce n'était pas une surprise. Et je pense que pour comprendre cela, il faut regarder le moment géostratégique dans lequel arrive cet affrontement entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste. C'est un moment dans lequel, d'abord, Israël est dans un état de faiblesse. Deuxièmement, c'est un moment dans lequel les États-Unis sont dans un état de recul de la région du Moyen-Orient. Après 3 guerres dévastatrices pour l'économie américaine, et bien sûr pour les pays qui sont l'Afghanistan et l'Irak, et après l'échec à faire changer les choses en Syrie par la voie militaire. Et donc les États-Unis sont dans un moment dans lequel ils ne peuvent pas ouvrir un second front à côté de celui de l'Ukraine. C'est-à-dire dans les mois passés, nous avons lu dans les infos que les États-Unis avaient demandé à l'Égypte qu'ils retournent des munitions qu'ils leur avaient données pour qu'ils puissent donner aux Ukrainiens. Donc imaginez avec un second front ouvert avec l'Iran et avec le Hezbollah dans la région. Et c'est pourquoi c'est un moment très particulier dans lequel la résistance palestinienne a décidé de lancer cette opération, le déluge d'Al-Aqsa. Et un moment aussi dans lequel la société sioniste se trouve dans une division très très grave, de jamais vue de son histoire depuis 1948. D'ailleurs, on disait que cette attaque, c'était un peu... Netanyahou voulait en faire aussi un enjeu politique, avec cette attaque et c'est toujours militaire. Le cas. C'est toujours, en fait, les guerres, c'est toujours un enjeu politique. La politique israélienne et les élections israéliennes se jouent toujours avec du sang palestinien. Mais si vous voulez, c'est un moment aussi stratégique, parce que c'est un moment dans lequel aussi l'armée israélienne n'a pas la capacité de lancer une guerre à grande échelle.
Ils savent depuis 2006 au moins que leur infanterie n'est pas en état de mener un combat urbain parce que voilà, la société israélienne a changé, non plus la même capacité de subir des pertes. Et c'est pourquoi on entend que voilà, ils veulent relancer une opération terrestre, ils décalent et ça ne commence jamais. Oui. Donc dans ce moment-là, il est très important pour l'entité sioniste et pour les États-Unis de faire deux choses. D'abord, démoraliser tous ceux qui pensent profiter de ce moment, à commencer par le peuple palestinien et la résistance palestinienne, et ensuite l'Iran et les autres. Les démoraliser pour leur faire comprendre que ça ne sert à rien, que ça ne marche pas. Et la seule façon de faire ça, c'est de faire subir beaucoup de dégâts humains, de pertes de vie humaine. C'est la philosophie même à laquelle a fait référence M. Tawfiq Kamel de la muraille de fer, c'est-à-dire de donner toujours une réponse disproportionnée, oui, jusqu'à ce qu'ils comprennent, ces Arabes, que ça ne sert à rien de résister. Alors justement, et donc il faut faire ça. Et deuxièmement, restaurer un peu la morale de la société sioniste elle-même, qu'elle peut compter sur cette hyperpuissance militaire. Oui, et c'est pour ça que, en fait, les bombardements ne visent que des civils, ne visent pratiquement que des civils. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre la morale de combat du peuple palestinien. Encore une fois, parce qu'ils savent qu'ils ne luttent pas contre une organisation. Ils luttent contre une volonté de combat qui a plus d'un siècle d'âge. Alors aujourd'hui, ce qu'on ne peut plus cacher, c'est peut-être les images. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fake news, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Même si on veut interdire certaines images, la diffusion de certaines images sur les médias mainstream, aujourd'hui, on ne peut pas cacher toute la vérité. Cela a peut-être marché au tout début, mais on sent aujourd'hui qu'il y a peut-être une prise de conscience au niveau des populations, peut-être bien sûr pas au niveau des dirigeants. Il y a des manifestations un peu partout dans le monde pour dénoncer ces actes de barbarie. Est-ce que vous ne sentez pas que la donne change un petit peu, que l'image de l'entité sioniste change? Tout à fait, c'est très important. Et je voudrais dire une chose ici, c'est que le front informatique, appelons-le comme ça, il n'est pas moins important que le front militaire, parce que l'entité sioniste s'est toujours protégée depuis 1948 par la désinformation. Mais c'était des années dans lesquelles, il faut le savoir, dans la plupart du monde, les gens recevaient les informations sur ce qu'ils savaient sur le monde à travers un journal et une chaîne de télévision. Et puis aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si j'ose dire, la donnée a commencé à changer grâce à Gaza. Ironiquement, ce bout de terre palestinien qui a été assiégé, qui a été isolé du reste du monde physiquement, est devenu le porte international de la cause palestinienne depuis 2008-2009, depuis l'opération sioniste du plan Dursi. Parce que c'est avec les images des Palestiniens à Gaza, avec les images des enfants palestiniens décortiqués dans les rues de Gaza par les bombes israéliennes, que le mensonge israélien a commencé à tomber. Il y a quelqu'un de très célèbre dans l'histoire qui a dit une fois que la réalité, elle est toujours révolutionnaire. Que la vérité est révolutionnaire. Parce que pour maintenir un mensonge, il faut des ressources, il faut des structures, il faut tout un dispositif. Mais il suffit une image réelle de la réalité sur place, sur un réseau d'Internet que personne ne peut censurer pour que ce mensonge commence à s'écrouler. Aujourd'hui, on est loin d'avoir fait reculer complètement le mensonge. On voit très bien comment dans la minute près, on commence à fabriquer le mensonge et à dire que l'hôpital, enfin, il n'a pas été bombardé par Israël, etc. Mais il y a un changement très grand qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de conscience, une prise de conscience dans le monde. Et c'est pour ça que nous voyons dans les rues du monde arabe, bien sûr, le monde arabe, mais au-delà du monde arabe, dans les rues de Genève, l'autre jour, ou de Londres, des milliers de gens, malgré tous les mensonges, malgré toute l'opération de désinformation, soutenant le peuple palestinien, dénonçant les crimes israéliens. Et je pense que l'entité sioniste sait qu'ils sont en train de perdre cette guerre informatique, et c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus obstinés à maintenir le mensonge et à mentir de façon encore plus
moins honteuse, en fait, dans la face du monde entier. Merci Rassam Mouadi. Alors, plusieurs thématiques ont été développées dans ce que vient de dire ce journaliste palestinien. On va peut-être reprendre l'invasion terrestre qui a été annoncée déjà il y a quelques jours. On avait donné 24 heures aux Palestiniens pour quitter le nord de la bande de Gaza. Aujourd'hui, on voit que l'invasion terrestre n'arrive toujours pas. Est-ce que, comme l'avait dit M. Toufiq Hamel ou même Rassam Mouadi, qu'ils n'ont pas la capacité ou ils ne sont pas encore prêts? Est-ce qu'elle est encore probable, cette invasion terrestre? Selon toute vraisemblance, elle aura lieu parce que Netanyahou, l'objectif n'est pas simplement de bombarder, mais d'occuper Gaza. C'est pour ça qu'il y a un vieux plan israélien qui se base sur le fait de découper Gaza sur 3 bandes séparées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que Beit Lahia, Jabalia, tout le nord de Gaza est en train d'être vidé, rasé. C'est cela, parce que la peur d'Israël, c'est de s'incruster dans une superficie de 360 km². C'est très dense, c'est-à-dire qu'ils vont être confrontés à une population aussi, ça ne sera pas simple. Absolument. Donc, en plus, il y a l'obstination des Palestiniens de ne pas quitter leur demeure. Absolument. Sauf ceux qui ont perdu leur maison pour aller se réfugier. C'est cela qui est aujourd'hui, Netanyahou subit la pression parce qu'il est obligé d'aller chercher, comme il l'affirment beaucoup de politiciens israéliens, d'aller chercher les otages, ceux qui ont été faits prisonniers. C'est pour cela que les États-Unis... Ils n'en parlaient plus à un certain moment. Oui, mais aujourd'hui... C'était considéré parmi les dommages collatéraux, mais là, ça revient... Les familles des prisonniers, on en parle de 250 prisonniers, donc ils ont annoncé que si le gouvernement ne les ramène pas, on va faire trembler tout Israël. Mais c'est pour cela, il y a aussi un détail important. Les Américains ont envoyé 1000 soldats du contingent Delta. Mais est-ce qu'ils vont rentrer ? Delta est spécialisé justement dans les opérations spécifiques, notamment la libération d'otages. Donc, probablement, une première étape, Israël, l'armée israélienne va rentrer à Gaza. Et la deuxième étape, c'est d'essayer au moins de libérer les otages. Parce que c'est ça l'objectif. Il ne peut pas, Netanyahou... Est-ce que c'est réalisable ? Non, je parlais de coûts. C'est pas réalisable. Elle peut être réalisable, mais les coûts de cette invasion seront terribles parce que c'est sur ce terrain-là que la résistance palestinienne attend l'armée israélienne. Parce que ça sera du corps à corps. C'est là où la faiblesse des soldats israéliens, lorsqu'il s'agit de distance zéro. C'est là où il est faible. On l'a vu le 7 octobre. Ils ont fait appel à leurs réservistes, ils ont mobilisé tout le monde. Oui, absolument. Et des réservistes qui ne sont pas préparés. C'est une génération. Elle est différente de l'ancienne génération. Elle est différente de l'ancienne génération qui était venue massacrer. Ils avaient une idéologie de terrorisme parce que Israël est un État qui a été créé par des terroristes. Ceux de l'Irgun et ceux du Haganah qui avaient déjà commis des attentats en Pologne. Ils sont venus s'installer en Israël pour justement commettre des attentats. C'est le seul État. Il y a 2 États dans le monde qui sont nés sur le sang. Israël et les États-Unis. Les États-Unis ont décimé toute une population d'autochtones. Aux États-Unis, les Amérindiens et les Israéliens ont décimé les Palestiniens qui étaient sur leur terre. Donc c'est la même logique. C'est pour cela qu'il y a cette solidarité accrue entre Washington et Tel Aviv. Pour revenir à l'opération terrestre, il n'a pas le choix de Netanyahou que de la faire, mais il sait très bien que ça va coûter cher et il l'a dit que ça sera très long et très coûteux. Donc le scénario de perte immense est sur la table, il est posé. C'est pour ça il a décimé Jabalia, Beit Lahia, justement pour faire entrer, parce qu'il pense que les véritables bases, les tunnels de la résistance se trouvent au nord. Et le but de tout ça, justement, c'est pour démolir les tunnels et démolir la capacité de frappe et de résistance. Mais ils peuvent peut-être aussi confronter à une résistance qui connaît mieux les lieux. Oui, il a dit. C'est-à-dire, Ehud Barak est passé par là, Olmert est passé par là, Sharon est pas. Ils ont tous perdu à Gaza. Donc c'est cela un petit peu le scénario qui les attend. Avant de vous donner la parole, Monsieur Boukhalifa, je voudrais à votre avis sur la question Toufiq Hamel, sur cette incursion terrestre, si elle a lieu. Quel est votre sentiment ? Vous disiez qu'elle n'est pas prête de l'armée d'occupation. Alors, globalement, ça a été annoncé de façon vague par les dirigeants israéliens, par le Premier ministre. Ensuite, pour mettre une telle idée
une telle opération en pratique, ça nécessite évidemment des moyens énormes. Et jusqu'à depuis les années 90, il y a ce qu'on appelle en Israël une certaine hiérarchisation de la mort. Ça veut dire que la société israélienne devient de plus en plus sensible aux pertes amires, c'est-à-dire aux pertes d'Israéliens. À partir de là, on a commencé à mettre l'accent, à mettre le risque sur les populations civiles palestiniennes. Ça veut dire que c'est pour ça qu'actuellement, l'opération est plus axée sur les opérations, en tout cas sur des frappes aériennes, parce qu'on sait que l'intervention terrestre, ça va coûter beaucoup militairement, même sur le plan politique. Alors, quand le Premier ministre israélien dit que ça va être une guerre longue, généralement, Israël n'est pas prête, en tout cas, sa structure n'est pas prête pour supporter une guerre longue. Prenons un exemple pour les réservistes. Dans l'armée israélienne, qui est composée presque de 170 000 soldats actifs, vous avez plus de 320 000 réservistes. Les réservistes, elles font quoi? Les réservistes, généralement, travaillent dans la société civile. Sont des ingénieurs, travaillent dans des usines. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces réservistes vont quitter leur travail pour servir l'armée. Et ça va nécessairement avoir des implications sur le plan économique. Ensuite, il faut voir le coût. Là, on parle d'une guerre urbaine. Une guerre urbaine a ses propres règles. Et souvent, même si Israël actuellement ne respecte pas le droit de la guerre, bombarde des civils, mais on ne peut pas envisager une opération de ce type qui va durer des mois et des mois sans que la communauté internationale va réagir. Ne serait-ce que pour les dirigeants arabes qui vont se retrouver face à une pression de plus en plus importante, que ça devient de plus en plus difficile à contenir. Vous avez du côté du Liban, le Hezbollah, en tout cas, montre une volonté et que globalement il n'est pas prêt de rester à l'écart si sa situation va durer. Donc ce que je veux dire, la situation peut devenir ingérable s'il n'y a pas en tout cas des décisions politiques fortes justement qui visent à réduire, en tout cas qui vise la désescalade et envisager une issue politique pour ce conflit. Merci. Alors justement, là on a parlé aujourd'hui de l'intention de l'entité sioniste d'occuper le nord de la bande de Gaza. Que reste-t-il aujourd'hui des accords d'Oslo, des territoires occupés palestiniens qui sont morcelés, grignotés d'année en année? Est-ce qu'ils sont encore valables, qu'on peut remettre aujourd'hui sur la table des négociations? Qu'est-ce que la Palestine aujourd'hui? Il y a Gaza, et c'est 360 km², c'est 40 km sur 10. 40 km, c'est de Boudoua à Mazafran, oui. d'Alger à Barraqi. Voilà. Et là, on va entasser 2 millions de personnes sur 25 km, puisqu'on les fait quitter le nord de la bande de Gaza. Plus de 4 000 habitants au kilomètre carré, c'est la densité, je crois, qu'elle est la plus importante au monde de la planète. Qu'est-ce qui reste? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un territoire mité de colonies, les journalistes appellent l'archipel maintenant, on le désigne par l'archipel, entre une maison palestinienne. Oui, on le compare à un gruyère aujourd'hui. Les gruyères, mais les trous sont occupés par les Palestiniens. Oui. Le gruyère, il y a les trous et il y a la matière. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. C'est-à-dire que il faut revenir aux accords d'Oslo. Trump avait dit que c'était pas Trump, juste avant Trump. C'était Bush Obama? Qui avait. C'était. Obama? Non, Bush qui avait parlé à l'époque. Il avait dit que revenir à la situation de 1967 n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste. C'est-à-dire que c'est une fin de non-recevoir à tout ce qui. En ce qui concerne cette invasion, Israël n'a pas le souffle, l'armée israélienne n'a pas le souffle nécessaire. Ça, tout le monde le sait. Sans une intervention directe américaine, c'est-à-dire sur le terrain, et ça se profile. À ce moment-là, la donne va changer. La donne va changer. Les experts, on se souvient des experts au Vietnam. On se souvient de toute cette aide, de toute cette préparation à l'invasion. On a envoyé, il y a 2 porte-avions qui sont... Il y en a un et l'autre qui le rejoint.
On envoie le plus important porte-avions du monde, de la plus puissante armée du monde, du plus puissant État du monde, contre la plus faible nation de la planète. Mais il n'y a pas de raison sur cette terre pour donner raison à cette déraison. C'est incroyable. D'ailleurs, on a Nous vivons justifié quelque chose d'incroyable. aujourd'hui le mensonge de l'antité sioniste sur l'attaque de l'hôpital très rapidement, sans attendre de véritables preuves. D'un revers de la main, on a dit c'est bon, ce n'est pas eux, c'est remis en cause. Oui, pour avoir bonne conscience. Il n'y a qu'une seule chose contre laquelle la raison politique, il arrive un moment où on ne peut plus arriver. C'est quand on arrive à des situations où l'humain est complètement écrasé. C'est fini. On ne peut plus parler de politique. Alors justement, cette façon de faire, d'occulter complètement ce qui s'est passé sur l'hôpital bombardé hier par l'entité sioniste, ça a fait réveiller les consciences, ça a été dénoncé par par les pays, par de nombreux pays occidentaux. Je vous propose de revenir sur ces condamnations. On reprend après le débat. Ordre inhumain. Le bombardement de l'hôpital El Ahli El Arabi par les forces d'occupation sionistes a suscité une réprobation mondiale. La Chine, qui condamne fermement l'attaque contre l'hôpital Razaoui, a appelé à un cessez-le-feu immédiat, à la cessation des hostilités, mettant l'accent sur la protection des civils pour éviter une catastrophe humanitaire encore plus grave. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quant à lui appelé à mettre fin à cette brutalité sans précédent. Autre condamnation de ce massacre contre des civils sans défense, celle du ministère des Affaires étrangères qatari. La Jordanie, pour sa part, a fait porter à la force occupante la responsabilité de ce carnage perpétré à Gaza. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a condamné une tragédie injustifiable. Il a par ailleurs réitéré son appel à une action internationale urgente pour défendre les enfants et les civils palestiniens. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, qualifie cette attaque d'acte inacceptable. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a souligné que toute attaque contre une infrastructure civile était contraire au droit international. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a affirmé que l'entité sioniste a commis un crime de guerre. Aucun mot ne peut exprimer pleinement notre condamnation du bombardement qui a tué des centaines de personnes, a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à agir. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a à son tour fermement condamné la boucherie commise par l'occupant sioniste, la considérant comme un crime de guerre en totale contradiction avec les valeurs humaines. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a à son tour fermement condamné la boucherie commise par l'occupant sioniste, la considérant comme un crime de guerre en totale contradiction avec les valeurs humaines. Dans les pays arabes comme en Europe et un peu partout dans le monde, la colère est à son paroxysme. Des milliers de personnes sont sorties pour exprimer leur rejet et leur condamnation des attaques meurtrières de l'armée sioniste contre une population sans défense. Et je rappelle bien sûr que l'Algérie a condamné dans les termes les plus forts la frappe délibérée perpétrée sur un hôpital dans la bande de Gaza par les forces d'occupation sionistes, faisant des centaines de martyrs et plusieurs blessés. L'Algérie appelle la communauté internationale, les organisations humanitaires et la conscience mondiale à intervenir immédiatement pour faire cesser ces actes barbares qui violent de manière éhontée le droit humanitaire international et les valeurs humaines les plus élémentaires, le droit international. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce droit international ? Il ne reste rien puisqu'il est entre mains des puissants du moment que là, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a une puissance coloniale soutenue par des puissances, d'anciennes puissances coloniales comme la France, la Grande-Bretagne. Tout ça, leur histoire est jalonnée de massacres et de génocides. Ces quatre pays-là, donc, y compris les États-Unis, donc, ce sont des criminels qui, par vocation et par posture et par conviction, sont en train d'aider une autre puissance coloniale des plus sauvages au monde. Donc on ne peut plus parler, mais en dépit du fait qu'on essaie par tous les moyens de la contrer en Occident, les faits sont les faits. Et il y a aussi donc, cette volonté en Occident des personnes libres qui sortent dans la rue en dépit des menaces. Israël est devenu comme si
elle est plus la importante. pression. Elle est plus une question nationale. Dans ces pays-là, elle a plus d'importance que les intérêts de ces pays ou les intérêts de la population. Donc en France, tu peux insulter Macron, mais tu ne peux pas insulter un président israélien. Donc voilà un petit peu où on arrive. Donc c'est ça ce qui est lamentable. Donc l'Europe, l'Occident n'a plus d'éthique, n'a plus de morale, et encore plus, il ne peut plus donner de leçons. Et on ne peut plus donner des leçons aux autres en matière de droits de l'homme ou bien de démocratie. Vous posez la question, comment se fait-il? Parce qu'il ne faut pas oublier les lobbies. Donc, qui gèrent les argentiers du monde, on les connaît, ils sont pignons sur eux, les Rockefeller, l'IPAC aux États-Unis, les Bnei B'rith aux États-Unis, on a le CRIF en France. Ce sont ces gens-là, les banquiers ou tous les autres qui dirigent les rouages du pouvoir en Occident, et ils leur sont inféodés. C'est pour cela que lorsqu'il s'agit d'Israël, tout le monde se met à plat ventre. Même les médias aujourd'hui, c'est pour Absolument. ça qu'on voit Donc que ça vous part voulez dans être ce recruté à Der Spiegel, vous avez dans le contrat de recrutement, vous devez soutenir Israël. C'est du domaine du public. Donc dans tous les médias aujourd'hui, il n'y a même pas qu'on essaye d'être pas objectif, au moins d'être impartial, dans les concepts. Oui. Aujourd'hui, on parle de terrorisme, alors que c'est faux, c'est une résistance. C'est ça le slug dans n'importe quelle agence. Vous prenez une agence Reuters, ça parle de terrorisme, ça ne parle pas, même y compris lorsqu'aujourd'hui, on prend la théorie et israélienne s'agissant du bombardement de l'hôpital Mahmadan. Donc c'est quoi? On est en train de l'imputer au djihad islamique. Parce que si les djihad islamiques avaient ce type de bombe, je pense qu'Israël aurait été détruite en une heure, en une journée. Donc il y a cette battage médiatique qui est orchestrée. Et je vais vous donner une information qui pourrait intéresser les Algériens parce que nous concerne. À l'université Herzliya, ça c'est connu, vous pouvez consulter, il y a un département IDC, c'est le département des informations. Ce département-là, on l'appelle en anglais Advocacy Room, c'est faire de la propagande au profit d'Israël. On forme chaque session 400 étudiants qui ont rôle d'aller créer des faux comptes, d'aller se semer la zizanie, propager les mensonges. Et ça relève du domaine public. On peut le consulter, on peut la trouver, cette information. Ce n'est pas... Il y a des pays à cibler. Il y a l'Iran, l'Algérie. Tenez-vous bien, l'Algérie. Il y a bien sûr le Hezbollah, Hamas. Tous ces ça, on va les salir et créer la zizanie. On crée des faux comptes. On peut trouver un Algérien qui insulte un autre Algérien alors qu'il s'agit d'un étudiant israélien qui a créé beaucoup de comptes. Donc c'est un petit peu ça. Nous sommes pour revenir, si vous permettez, de revenir aux accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ont été un piège pour les Palestiniens. Arafat s'en est rendu compte en 2002. C'est pour ça qu'il a demandé à Marwan Barghouti de créer... Oui, à Barghouti depuis 2002, depuis le massacre de Jenin, il a demandé à Marwan Barghouti de créer les brigades d'Al-Aqsa. C'est plutôt les brigades de l'Aqsa, et c'est ça parce qu'il fallait revenir à la lutte armée. Ils ont dit que les négociations nous ont piégés, on s'est fait avoir, il faut revenir à la négociation. Mais c'est à ce moment-là que Mahmoud Abbas est sorti pour dénoncer la militarisation de l'intifada. Et c'est cela qu'il est devenu, c'est pour ça qu'il a été pris en charge par Israël pour qu'il soit le véritable partenaire. Encore une chose, pour revenir à ce que dit Bush, les États-Unis faisaient partie, après l'accord de Aqaba de 2003, du quartet international chargé de créer les deux États. Donc c'était la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU formaient ce quartet-là pour justement favoriser la solution de deux États. Et qu'a dit Bush à l'université de Pennsylvanie en 2007, aussi longtemps que je suis à la tête de l'administration américaine, il n'y aura pas deux États, il n'y en a qu'un seul. Les Israéliens ne veulent pas que les Palestiniens soient intégrés. Supposons comme elle a fait la France, c'est-à-dire il les intègre. Parce que démographiquement parlant, les Palestiniens sont plus nombreux. Et ils ne veulent pas d'un État à côté parce qu'ils savent qu'un État à côté est un danger pour eux, parce que tous ceux de la diaspora peuvent revenir. Et en plus de ça, géographiquement parlant, émietté, il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus de Palestine plutôt, parce que ce n'est pas possible d'aller faire un pays sur des territoires éparpillés. Alors Qassem Moadi, qu'est-ce qui reste encore comme espoir chez les Palestiniens de cette solution à deux États aujourd'hui? Oui, et je pense que pour répondre à ça, il est très important de se rappeler de ce qui s'est passé il y a 2 ans.
en 2021, lors de l'affrontement précédent qui a porté pour nom palestinien Saif al-Quds, l'épée de Jérusalem. À l'époque, alors, les Palestiniens se sont mobilisés à travers les frontières artificielles imposées pour les ségréguer entre Gaza, Jérusalem, la Cisjordanie et même la diaspora. Et en réponse à l'appel de Sheikh Jarrah, ce quartier à Jérusalem. Ce qui était le plus important en tant que résultat de cette mobilisation, c'est que pour la première fois, la jeunesse palestinienne agissait en tant qu'un seul mouvement national qui dépassait en fait les frontières politiques. Et ce qui est très important et inquiétant pour certains, y compris le Hamas d'une certaine façon, c'est que cette union aussi a dépassé les projets politiques locaux, disons, des élites et des dirigeants palestiniens. Mahmoud Abbas et son autorité palestinienne qui essaie de faire un pseudo-État dans ce gruyère qui reste de la Cisjordanie. Les dirigeants ou les représentants des Palestiniens dans la Knesset israélienne qui essayent toujours de faire semblant qu'ils peuvent acquérir une sorte d'égalité, voilà, qui n'arrive jamais, et ainsi de suite. Et le fait que Gaza peut être séparé du reste de la Palestine. Et ça a été très important parce que l'entité sioniste a beaucoup investi pour ségréguer le peuple palestinien. Et ce qui est très important, c'est de savoir quel projet politique peut se construire sur une telle union. Ce n'est pas du tout le projet d'un État palestinien sur les terres de 67. Ça s'est déjà dépassé. Et si vous voulez, la jeunesse palestinienne qui est très grande, le peuple palestinien, la moitié des Palestiniens ont moins de 40 ans. C'est-à-dire que c'est une société projetée vers l'avenir. Et c'est une société qui n'a plus les regrets ni les espoirs du temps des accords d'Oslo. Aujourd'hui, en fait, si vous parlez à des Palestiniens dans la rue, personne ne va vous dire 2 États. Personne ne croit aux 2 États. Personne ne croit plus aux accords d'Oslo. Tout le monde va vous dire, en fait, même pourquoi se poser la question d'un État. La question, c'est la libération de la terre. Et pour ça, il faut qu'on soit un peuple uni, un seul mouvement. Ici, à l'intérieur du territoire de 48, à Jérusalem, à Gaza et dans la diaspora. Et ça, c'est un projet politique en soi. Ça, c'est l'alternative que se posent les Palestiniens, surtout les jeunes, à l'heure actuelle. Et depuis 2021, elle est devenue plus réaliste. Et ça, c'est la seule alternative, en fait, qu'on peut regarder de façon réaliste à celle des 2 États dans le cadre des accords d'Oslo, desquels ne reste pratiquement rien. Je vais vous dire une chose. Ici, en Cisjordanie, là où j'habite, d'où je vous parle, les colons israéliens, depuis le samedi, depuis que cette opération a commencé à Gaza, ils ont déplacé 2 communautés bédouines palestiniennes à moins de 10 km d'ici, de chez moi. C'est-à-dire que toute la vallée du Jourdain, elle est en train de se faire vider de communautés palestiniennes. Il ne reste plus rien à cet État palestinien. Ça va être des îlots. C'est déjà le cas. Donc, penser à un État palestinien dans le cadre d'une solution de 2 États, ce n'est plus réaliste. Et ce qui n'est plus réaliste non plus, c'est de penser que les Palestiniens peuvent continuer à agir de façon divisée et ségrégée parce que les jeunes Palestiniens ne le veulent plus. Oui. Depuis 2021, alors, on agit et on pense comme un seul peuple. C'est bien de le rappeler. On parle beaucoup de la bande de Gaza parce qu'elle est sous les feux actuellement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des exactions en Cisjordanie, dans les territoires occupés, et que l'année 2023 a été une des plus meurtrières aussi. Il nous reste peut-être 10 minutes pour terminer. On va parler de ce risque que cela s'étende à d'autres régions. Alors, en quelques mots, avec vous, Tawfiq Hamel, Téhéran avertit à plusieurs reprises qu'une invasion terrestre de la bande de Gaza par l'armée sioniste entraînerait une riposte sur d'autres fronts, ce qui fait craindre un embrasement régional. On est dans ce cas de figure. Cela risque aujourd'hui d'exploser encore au niveau du Liban, au niveau de l'Iran. La Syrie a été bombardée. Ça reste une possibilité, particulièrement du côté de Hezbollah. Hezbollah est conscient que c'est Israël arrive à affaiblir considérablement Hamas. Certainement, Israël va se diriger vers le Hezbollah. Après en tout cas, l'exploit qui a été réalisé par Hamas, dans le cas Israël aura toujours des craintes que Hezbollah va agir de la même façon. À partir de mon point de vue, un conflit avec le Hezbollah est inévitable et c'est une question de temps. Actuellement, Hezbollah est conscient de cette
réalité et essayent de s'impliquer s'impliquer et non pas s'impliquer directement dans ce conflit. Donc, du côté de l'Iran, il y a des hostilités qui datent au moins depuis la révolution islamique en 1979. Il y a des rivalités régionales, il y a des comptes à régler. N'oubliez pas que Israël a tué pas mal d'Iraniens sur le territoire iranien et en Syrie. Ensuite, il y a le problème avec la Syrie. En fait, globalement, Israël a des problèmes avec presque tous ses voisins. Avec le Liban, elle occupe toujours des territoires. Avec la Syrie, elle occupe toujours des territoires et elle ne cesse pas de bombarder la Syrie. Avec les Iraniens, dans ce contexte particulier, un risque que le conflit se généralise est toujours d'actualité, même si les Américains ont envoyé un porte-avions. Dans le cas des Américains, par exemple, même si les Américains interviennent au Gaza, sincèrement, je ne vois pas ce que les Américains peuvent faire à Gaza. Ne serait-ce qu'en Irak, elles n'ont pas réalisé leur objectif. En Afghanistan, n'ont pas réalisé leur objectif. Là, on parle d'une guerre urbaine dont les conditions sont complètement différentes. Et je peux juste rajouter une chose. Quand on regarde l'histoire d'Israël, alors en 1970, il y avait Moshe Dayan qui a dit clairement que la paix sans Sharm el-Sheikh. En fait, elle disait clairement que la paix sans le Sharm el-Sheikh n'est pas nécessaire. En fait, elle préférait plus le Sharm el-Sheikh que sans la paix. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde l'histoire d'Israël, souvent, lorsqu'Israël a fait des concessions, c'est suite à une défaite. C'est le cas lorsqu'en 2005, Sharon s'est retiré du Gaza. C'était suite à la deuxième intifada. Au Liban, c'était pareil. Ce que je veux dire, c'est que le plus souvent, lorsqu'Israël se retire, fait des concessions, c'est suite à une force et à des pertes importantes. Merci. Aujourd'hui, la situation dans toute la région ressemble à un baril de poudre. C'est un baril de poudre, mais seulement, je ne pense pas, à moins d'être... On arrivera à apaiser les tensions à moins d'être si mal. C'est-à-dire l'échec de la politique américaine dans toute la région, c'est-à-dire, y compris cette utopie de redessiner la carte selon sa volonté, etc. Tout ce qui a été fait a échoué. Ça a échoué depuis l'Afghanistan, ça a échoué en Irak, en Syrie, partout. C'est un désastre. Ce n'est pas un échec, c'est un désastre. Donc, qui a intérêt? Est-ce que les Américains ont intérêt à continuer à mener cette politique de l'échec, à continuer à mener et cela au profit? Ils sont déjà embourbés avec le conflit russo-ukrainien. Ils ont la Chine en ligne de mire. Peut-être que ça, ce n'est pas une priorité. Et puis, attention, les éventuels protagonistes, je pense à l'Iran, ce n'est pas une partie de campagne. C'est-à-dire que c'est un partenaire sérieux dans ce domaine. C'est une vieille nation, un vieux pays, une vieille civilisation qui en a à remontrer. Je crois qu'ils n'ont pas du tout intérêt à suivre, parce qu'il faut tenir compte d'une chose, et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, c'est que Netanyahou défend son beefsteak. Il est en train de défendre ses intérêts propres, par-delà les intérêts de son pays. Et les Israéliens se rendent de plus en plus compte de cette politique qui ne mènera à rien. Qu'il est rejeté par sa population elle-même. Alors vraiment, en 2 mots, aujourd'hui, comment reprendre les négociations et avec qui ? Il faudrait d'abord arrêter la guerre, parce qu'il faut... Il faut un cessez-le-feu qui ne vient pas. Oui, voilà, donc on ne peut pas parler de négociations sans qu'il y ait... La seule chose qui reste aujourd'hui, c'est la résistance. Les Palestiniens n'ont que cette option parce que c'est leur seul espoir et parce qu'ils ne veulent pas abdiquer. On veut les écraser, mais ils ne le veulent pas. Ceci dit, donc les États-Unis, c'est vrai qu'ils se sont embourbés au Proche-Orient. Il faut rappeler ce qui s'est passé au Liban. Donc ils sont sortis vraiment, ils sont entrés avec les Marines, sont entrés au Liban, ils sont sortis bredouille, donc avec un échec cuisant et des morts derrière, notamment avec l'attentat qui a été par les chiites à cette époque-là. Donc les États-Unis veulent jouer le rôle de protecteur, pas simplement parce que ça leur plaît, mais parce que c'est pour eux
le maintien d'Israël est un moyen de pression. Ils veulent, à travers cette, pas redessiner le Moyen-Orient, mais faire chouchouer le rapprochement iranien-saoudien qui a eu lieu sous le parapluie de la Chine. Oui. Et c'est pour ça que la Chine, qui veut ne veut pas d'embrasement, je pense que les Iraniens subissent un petit peu la pression des Chinois et des Russes pour qu'il n'y ait pas d'embrasement. Et là, le prochain jour, on verra si Hezbollah, parce que l'opération terrestre se confirme. Donc, à propos, donc on verra ce qu'a déclaré le général Abdullah Liyan, qui est le ministre des Affaires étrangères, va se concrétiser, c'est-à-dire faire, parce qu'il y a une ligne de front qui commence à Téhéran, Syrie, Liban, Palestine, Gaza et le Yémen. Cette ligne de front, Jabhat al-Khat al-Mouaja, ce qu'il appelle les Palestiniens, existe, il est réel, donc ils ne veulent pas, les Iraniens, le perdre, parce que c'est là qu'il va changer un petit peu la carte de l'avenir du prochain. Alors on n'a vraiment plus le temps, mais j'aimerais quand même donner le dernier mot à Qassem Moadi. Aujourd'hui, vous avez quelques secondes. Quel est votre message? Quel message voudriez-vous faire passer? Le message essentiel, c'est que ce qui correspond aux Palestiniens, c'est de résister, et ils le font. Mais ça ne va pas se jouer sur la résistance des Palestiniens tout seuls, il faut aussi la solidarité du reste du monde, les peuples arabes et les peuples du monde. Très bien. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Toufiq Hamel qui était avec nous aussi en direct depuis Strasbourg. Merci à vous, messieurs, d'avoir éclairé aujourd'hui nos lanternes sur ce conflit palestino-israélien et sur lequel on aurait pu encore dire beaucoup de choses. Et toutes nos pensées aujourd'hui à toutes ces familles palestiniennes et à toutes ces victimes. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.